La cuisine de Moon's Lake House est déjà saturée de chaleur lorsque la plainte arrive jusqu'à George Crumb. Une chaleur épaisse et persistante, chargée de vapeur d'huile, de métal chauffé et de cette tension silencieuse propre au lieu où chaque geste compte et où la réputation se joue à chaque assiette. Nous sommes au milieu du 19e siècle, à Saratoga Springs, une station prisée par l'élite américaine, un endroit où l'on ne vient pas seulement pour manger, mais pour affirmer un statut, pour être vu, reconnu et servi avec une précision qui confine à l'exigence absolue. Dans cette salle à manger fréquentée par des hommes riches et influents, la cuisine n'est pas un simple espace de préparation. Elle est un théâtre invisible où le moindre faux pas peut avoir des conséquences durables. George Crumb travaille là depuis suffisamment longtemps pour comprendre les règles tacites de cet univers. Il sait que la voix du client, surtout lorsqu'elle est portée par l'argent et le pouvoir social, pèse plus lourd que celle de celui qui cuisine. Il sait aussi que, dans ce monde, une critique n'est jamais seulement technique. Lorsqu'un serveur revient en cuisine avec une assiette presque intacte et transmet le message que les pommes de terre sont trop épaisses, trop grossières, pas assez raffinées, ce n'est pas uniquement une remarque sur la texture d'un accompagnement. C'est une remise en cause implicite du jugement, du savoir-faire et de l'autorité silencieuse de celui qui a préparé le plat. Dans la cuisine, le bruit ne s'arrête jamais vraiment. Les couteaux frappent les planches, l'huile crépite, les ordres circulent à voix basse, et chacun continue à travailler comme si de rien n'était. Pourtant, chez George Crumb, quelque chose se fiche brièvement. Il ne hausse pas la voix, il ne manifeste pas sa contrariété, car il a appris que la colère ouverte n'a pas sa place ici. La dignité, dans un tel environnement, ne se défend pas par des mots, mais par la maîtrise. Le reproche, sur des pommes de terre trop épaisses, devient alors un point de tension, un endroit précis, où s'accumulent la fatigue, la pression sociale et l'orgueil professionnel. Dans les établissements comme Moon's Lake House, la hiérarchie est claire et rarement discutée. Les clients commandent, les serveurs transmettent et les cuisiniers exécutent. Pourtant, cette chaîne d'obéissance n'efface pas l'identité de celui qui tient le couteau. George Crumb n'est pas un exécutant mécanique. Il est un artisan, un homme pour qui la cuisine est à la fois un métier et une affirmation de soi. La plainte, formulée sans égard pour le travail accompli, touche donc quelque chose de plus profond qu'une simple recette. À cet instant précis, dans la chaleur étouffante de la cuisine, une décision commence à se former, non pas comme un plan réfléchi ou une volonté d'innover, mais comme une réponse humaine à une situation de contrainte. George Crumb ne se prépare pas à inventer quoi que ce soit. Il se prépare à répondre à sa manière dans le seul langage que cet espace lui autorise, celui de la technique poussée à l'extrême et de l'obéissance prise au pied de la lettre. C'est dans ce contexte tendu, façonné par les rapports de pouvoir et les exigences sociales, que le point de départ d'une invention accidentelle se met en place, sans que personne, pas même celui qui en est à l'origine, n'en ait encore conscience. George Crumb n'est pas seulement un cuisinier employé dans un restaurant à la mode. Il est avant tout un homme façonné par son métier, par des années passées à observer, à répéter des gestes précis et à développer une relation intime avec la matière première. Dans la cuisine de Moon's Lake House, il n'existe pas de place pour l'improvisation gratuite ou pour l'approximation. Chaque plat qui quitte le passe-plat engage non seulement le nom de l'établissement, mais aussi l'identité de celui qui l'a préparé. Pour Crumb, cuisiner n'est pas une simple exécution de commande, c'est une affirmation silencieuse de compétence et de maîtrise dans un monde où cette compétence est rarement reconnue à sa juste valeur. Sa position sociale est cependant fragile. Dans l'Amérique du 19e siècle, et plus particulièrement dans un lieu comme Saratoga Springs, la hiérarchie est rigide et profondément ancrée. Les clients appartiennent à une élite habituée à être obéie, à voir ses désirs anticipés et satisfaits sans discussion. Le personnel de service, quant à lui, existe dans une zone intermédiaire chargée de maintenir l'illusion de perfection et de fluidité. Le cuisinier, bien qu'indispensable, reste invisible, confiné à l'arrière-scène, sommé de produire sans jamais revendiquer. George Crumb connaît ces règles et les a intégrées depuis longtemps. Il sait qu'une confrontation directe avec un client serait non seulement mal vue, mais potentiellement destructrice pour sa carrière. La cuisine est un espace où l'autorité s'exerce par la compétence, non par la parole. Ainsi, lorsqu'une critique survient, elle ne peut être repoussée frontalement. Elle doit être absorbée, transformée, réinterprétée à travers le seul outil dont il dispose réellement, son savoir-faire. Ce qui rend la plainte sur les pommes de terre particulièrement sensible, c'est qu'elle ne remet pas en cause un accident ou une erreur évidente. Elle conteste un choix, une décision culinaire prise en toute conscience. En d'autres termes, elle suggère que le jugement du client est supérieur à celui du chef, que l'expérience et l'expertise peuvent être corrigées par un simple caprice. Pour un homme comme Crumb, dont l'identité est étroitement liée à la précision et à la discipline du geste, cette remise en question agit comme une piqûre silencieuse mais persistante. Dans la cuisine, la réaction émotionnelle doit rester contenue. La colère ne se montre pas, elle se transforme. Crumb ne cherche pas à humilier le client, ni à provoquer un scandale. Il cherche à préserver quelque chose de plus fondamental, son intégrité professionnelle. Cette intégrité ne s'exprime pas par un refus, mais par une application littérale de la demande, poussée jusqu'à ses limites. En acceptant les règles du jeu imposées par la hiérarchie sociale, il s'apprête pourtant à les détourner subtilement. Ainsi,
Avant même que le couteau ne touche la pomme de terre, le véritable conflit est déjà en place. Il ne s'agit plus seulement d'un accompagnement jugé trop épais, mais d'un affrontement discret entre soumission apparente et contrôle réel. Dans cet espace clos et surchauffé qu'est la cuisine, George Crumb se prépare à répondre non pas avec des mots, mais avec une démonstration silencieuse de ce que signifie exécuter un ordre sans renoncer à sa propre autorité. C'est dans cette tension, profondément humaine et sociale, que la suite de l'histoire trouve son impulsion. La décision que prend George Crumb ne s'exprime pas par une réplique ni par un geste brusque, mais par un silence concentré et un retour méthodique vers sa planche de travail. Dans la cuisine, chacun continue son mouvement, pourtant l'atmosphère semble légèrement se resserrer, comme si quelque chose d'invisible venait de changer de direction. Crumb attrape une pomme de terre, la lave avec soin, puis l'essuie lentement, un rituel simple qui marque le passage de l'émotion brute vers une concentration presque froide. À cet instant, la contrariété n'a pas disparu, mais elle s'est transformée en détermination précise, disciplinée, entièrement canalisée par le geste. Il ne s'agit pas de refuser la demande du client, ni même de la contester. Au contraire, George Crumb choisit de l'accomplir de la manière la plus littérale possible, en poussant l'instruction jusqu'à son extrême logique. Les pommes de terre sont jugées trop épaisses. Elles seront donc coupées plus fines que jamais. Non pas légèrement plus fines, mais à un point qui frôle l'absurde, là où la matière elle-même semble protester contre la lame. Le couteau descend avec régularité, tranche après tranche, et chaque morceau devient presque translucide, si mince qu'il peine à conserver sa forme entre les doigts. Ce geste n'est pas improvisé. Il est précis, maîtrisé, répété avec une attention presque obsessionnelle. Crumb ne cherche pas à accélérer, il cherche à contrôler. Chaque coupe est une affirmation silencieuse, une manière de reprendre la main dans un espace où la parole ne lui appartient pas. Dans ce moment, la cuisine cesse d'être uniquement un lieu de service pour redevenir un atelier, un espace où la compétence se manifeste dans la rigueur et la répétition. La protestation n'est plus émotionnelle, elle est technique. Autour de lui, certains collègues jettent des regards furtifs. Ils perçoivent que quelque chose d'inhabituel se produit, sans en comprendre encore la portée. Le son du couteau, régulier et net, se distingue du reste du vacarme ambiant. La tension initiale ne s'est pas dissipée. Elle s'est affinée, condensée dans l'épaisseur presque inexistante de chaque tranche. Ce n'est pas une provocation ouverte, mais une démonstration. Une manière de dire que si l'on exige l'extrême, alors l'extrême sera livré sans compromis. Dans cet acte, George Crumb respecte toutes les règles apparentes. Il obéit, il ne discute pas, il ne refuse pas. Pourtant, il redéfinit subtilement la situation. La demande du client, conçue comme une correction, devient une expérience poussée jusqu'à ses conséquences les plus radicales. Le pouvoir semble toujours appartenir à la salle à manger, mais dans les faits, il s'est déplacé vers la main qui tient le couteau. À ce stade, il n'existe encore aucune invention, aucune intuition de nouveauté. Il n'y a qu'un homme qui choisit de répondre à une contrainte sociale par l'excellence du geste, en laissant la technique parler là où les mots seraient inutiles. Le moment est fragile, presque banal en apparence, mais il porte déjà en lui la possibilité d'un basculement. Sans le savoir, George Crumb est en train de créer les conditions d'un résultat qui échappera à son intention première, simplement parce qu'il a décidé d'aller jusqu'au bout de ce qui lui était demandé. Lorsque les tranches de pommes de terre, désormais presque translucides, rencontrent l'huile brûlante, la réaction est immédiate et violente, comme si la matière elle-même révélait une propriété jusqu'alors inconnue. Le crépitement est plus aigu, plus rapide, un son sec qui tranche avec le bruit habituel de la friture. L'huile réagit à la finesse extrême de la coupe, enveloppant chaque tranche en une fraction de seconde, la rigidifiant presque aussitôt, sans lui laisser le temps de s'affaisser ou de se gorger lentement de graisse comme le ferait une pomme de terre plus épaisse. Dans l'air saturé de chaleur, une odeur nouvelle se répand, plus intense, plus directe, attirant l'attention avant même que quiconque n'en comprenne la raison. George Crumb observe attentivement, sans empressement, car il sent instinctivement que ce qui se joue là exige une vigilance absolue. Les tranches se recroquevillent légèrement, leurs bords se soulèvent, leur surface se couvre de bulles fines qui se figent presque aussitôt, créant une texture rigide et fragile à la fois. Ce ne sont plus des pommes de terre telles qu'on les connaît dans cette cuisine. Elles ne promettent ni moelleux ni réconfort, mais quelque chose de plus immédiat, de plus brutal presque, une sensation qui semble destinée à se faire entendre autant qu'à se faire goûter. Crumb les retire de l'huile avec précision, au moment exact où leur couleur atteint un doré soutenu, ni pâle ni brûlé. Il ne s'agit pas ici d'un ajustement délicat visant à plaire, mais d'une affirmation. Il les sale généreusement, sans retenue, laissant le sel se déposer dans les creux et sur les aspérités créées par la friture rapide. Ce geste n'est pas celui d'un homme cherchant l'équilibre parfait, mais celui de quelqu'un qui assume pleinement les conséquences de ce qu'il a fait jusqu'au bout. Lorsque les pommes de terre sont disposées sur l'assiette, leur apparence tranche nettement avec tout ce qui a quitté la cuisine jusque-là. Elles sont fines, cassantes, presque arrogantes dans leur simplicité. George Crumb les envoie en salle sans un mot, convaincu que le message est clair et que le résultat provoquera au minimum une nouvelle réclamation. Dans son esprit, l'expérience touche à sa fin. Il a obéi, il a démontré l'absurdité potentielle de l'exigence, et il s'attend à ce que la logique reprenne ses droits dans la salle à manger. À ce moment précis,
rien ne laisse encore présager que ce plat, conçu comme une réponse ironique et maîtrisée, vient de franchir une ligne invisible. Il n'existe toujours aucune intention d'inventer, aucune ambition de transformer la cuisine ou les habitudes alimentaires, il n'y a qu'un geste mené à son terme, une conséquence acceptée, et une assiette qui quitte la cuisine chargée d'une tension silencieuse. C'est précisément dans cet espace, entre certitude professionnelle et attente d'un échec, que l'accident commence à prendre forme, prêt à se révéler par un retournement que personne n'a encore imaginé. Le retour de l'assiette ne se fait pas comme George Crumb l'avait anticipé. Elle ne revient pas chargée de reproches, ni accompagnée d'un message agacé transmis par le serveur. Elle revient vide, complètement vide. Ce silence inattendu, plus éloquent que n'importe quelle critique, crée une rupture dans le rythme habituel de la cuisine. Quelques secondes passent, suffisamment longues pour susciter un doute, avant que le serveur ne s'approche de nouveau et n'annonce, presque avec hésitation, que le client souhaite une autre portion. Non pas une correction, non pas une modification, mais exactement la même chose. Pour un instant, George Crumb reste immobile. Ce qu'il perçoit alors n'est pas une victoire, mais une forme de désorientation. L'effet recherché n'était pas le plaisir, mais la démonstration. Or, la démonstration a produit un résultat opposé à l'intention initiale. Le plat, conçu comme une réponse poussée à l'extrême, n'a pas provoqué le rejet attendu, mais une adhésion immédiate. Dans cet intervalle silencieux, Crumb comprend que quelque chose lui a échappé, que l'issue de son geste ne lui appartient plus entièrement. Dans la salle à manger, sans qu'il le voie, la réaction se propage. Le client ne s'est pas senti défié, il s'est senti surpris, puis conquis. La texture nouvelle, le bruit sec sous la dent, la sensation de sel et de chaleur qui se libère instantanément, ont créé une expérience qui n'existait pas auparavant. Ce n'est plus une garniture destinée à accompagner un plat principal, mais un objet de désir autonome, quelque chose que l'on mange pour lui-même. Les règles implicites du repas viennent de se déplacer sans annonce ni explication. De retour en cuisine, George Crumb reprend son travail. Il coupe à nouveau les pommes de terre avec la même précision, les plonge dans l'huile, les sale de la même manière. Le geste est identique, mais le contexte a changé. Ce qui était un acte ponctuel devient une répétition, et la répétition commence à effacer l'origine conflictuelle du plat. À mesure que les commandes se succèdent, l'irritation initiale se dissout, remplacée par une attention nouvelle portée au résultat. Le chef observe, ajuste imperceptiblement, non pour corriger une erreur, mais pour stabiliser une réussite imprévue. Ce moment marque un basculement décisif. L'accident cesse d'être un simple incident isolé et commence à s'installer comme une réalité culinaire. Personne ne parle encore d'invention, personne ne songe à l'avenir de ce plat. Pourtant, en étant redemandées, reproduites et consommées avec enthousiasme, ces pommes de terre fines acquièrent une légitimité que ni la hiérarchie sociale ni l'intention première de leur créateur ne peuvent désormais annuler. Elles existent parce qu'elles plaisent, et ce simple fait suffit à leur donner une place. À cet instant précis, George Crumb comprend que ce qu'il a produit n'est plus seulement une réponse à une contrainte, mais une chose autonome, détachée de son origine émotionnelle. L'autorité qu'il croyait contester s'est déplacée ailleurs, vers le goût, vers la sensation, vers un désir qui ne demande plus d'explication. Sans l'avoir voulu, sans l'avoir nommé, il a ouvert une porte. Derrière cette porte se trouve quelque chose de nouveau, né d'un malentendu et déjà prêt à continuer son chemin sans lui demander la permission. La demande ne reste pas isolée à une seule table. Dans la salle à manger de Moon's Lake House, l'attention circule rapidement, portée par des regards curieux, par des assiettes qui arrivent et repartent, par des commentaires murmurés entre convives habitués à remarquer la moindre nouveauté. Les pommes de terre fines commencent à apparaître sur d'autres tables, d'abord comme une curiosité, puis comme un choix assumé. Sans annonce officielle, sans décision formelle, le plat se diffuse, porté uniquement par l'expérience partagée et par le désir de retrouver cette sensation inattendue. En cuisine, le changement se fait sentir presque immédiatement. Les commandes se succèdent, et ce qui était une exception devient une attente. George Crumb et son équipe ajustent leur rythme, non par stratégie, mais par nécessité. Les pommes de terre doivent être coupées à l'avance, l'huile maintenue à une température constante, le timing surveillé avec une attention nouvelle. La friture rapide exige une précision différente de celle des préparations plus traditionnelles, et la cuisine s'adapte, presque instinctivement, à cette contrainte inédite. Le geste se répète, et avec la répétition naît une forme de stabilité. Peu à peu, le plat acquiert un nom. Les clients commencent à parler de ces pommes de terre comme d'une spécialité liée au lieu, les appelant Saratoga Chips, un terme simple, descriptif, ancré dans l'expérience plus que dans une volonté de marque. Le nom circule sans être imposé, porté par l'idée que l'on ne goûte pas seulement un accompagnement, mais quelque chose de spécifique à cet endroit, à ce moment. Cette appellation renforce le sentiment que l'on participe à une découverte, à une particularité locale, réservée à ceux qui se trouvent là. Ce glissement est essentiel. Les pommes de terre fines cessent d'être perçues comme une correction apportée à un plat existant et deviennent une proposition à part entière. Elles ne sont plus définies parce qu'elles ne sont pas, mais parce qu'elles offrent. Une texture cassante, un goût direct, une immédiateté qui tranche avec la lenteur et la solennité de la cuisine servie à table. Elles invitent à manger différemment, avec les doigts, sans rituel, sans attente, introduisant dans le repas une forme de spontanéité inattendue.
George Crumb observe cette transformation avec une distance prudente. Il ne revendique pas la paternité d'une invention et il ne cherche pas à théoriser ce qui se produit. Il constate simplement que la répétition a donné une existence propre à ce plat, indépendante de la plainte qui l'a fait naître. À mesure que les Saratoga Chips s'installent dans les habitudes du restaurant, leur origine conflictuelle s'efface, remplacée par une logique plus simple et plus puissante, celle de la demande et du plaisir. À ce stade, l'accident est pleinement accompli. Ce qui était une réponse ponctuelle est devenu une pratique, et ce qui était une pratique locale commence à porter en lui la possibilité d'un élargissement. Sans plan, sans intention déclarée, une nouvelle manière de consommer la pomme de terre vient de s'inscrire dans le quotidien de Moon's Lake House, prête à dépasser les murs du restaurant et à suivre un chemin que personne n'a encore tracé, mais que la répétition rend désormais inévitable. Lorsque les pommes de terre fines quittent progressivement l'espace fermé de la salle à manger pour entrer dans la vie quotidienne, leur transformation s'accélère sans que personne n'ait réellement l'impression d'assister à une révolution. Ce qui avait commencé comme une particularité locale, associée à Moon's Lake House et à l'atmosphère singulière de Saratoga Springs, s'adapte peu à peu à d'autres contextes, à d'autres rythmes, à d'autres usages. Les Saratoga Chips ne sont plus seulement un souvenir de restaurant. Elles deviennent un objet que l'on peut emporter, partager, consommer en dehors du cadre formel du repas. Cette évolution correspond à un changement plus large dans les habitudes alimentaires. La société du 19e siècle avance vers davantage de mobilité, de rapidité et de flexibilité, et la nourriture commence à répondre à ces nouvelles attentes. Les pommes de terre finement frites possèdent un avantage inattendu. Leur extrême minceur leur permet de refroidir rapidement et de conserver leur texture croquante plus longtemps que les préparations traditionnelles. Sans avoir été pensées pour cela, elles se prêtent parfaitement à une consommation différée, hors de la table, ouvrant la voie à une nouvelle catégorie d'aliments, le grignotage. Avec le temps, la production se standardise. Le geste du couteau est remplacé par des dispositifs mécaniques, la friture s'agrandit, les quantités augmentent. Ce qui relevait autrefois de l'habileté individuelle d'un chef devient un processus reproductible, capable de fournir un produit identique à grande échelle. Les chips de pommes de terre entrent alors dans un circuit commercial plus vaste, apparaissant dans des commerces, des lieux de divertissement, des espaces publics où l'on ne s'attendait pas à retrouver l'héritage d'une cuisine de restaurant. En se diffusant ainsi, l'invention perd une partie de son intimité, mais gagne une portée culturelle considérable. Le bruit sec de la chips qui se brise entre les dents, sa combinaison de sel et de gras, deviennent des sensations familières pour des millions de personnes. La chips ne se définit plus par son origine, mais par l'expérience qu'elle procure, immédiate, simple, presque instinctive. Elle incarne une nouvelle manière de manger, moins ritualisée, plus impulsive, en phase avec un monde qui valorise la rapidité et la disponibilité permanente. Pourtant, au cœur de cette trajectoire industrielle et culturelle, subsiste la nature profondément accidentelle de l'invention. George Crumb n'a jamais cherché à créer un symbole de la modernité alimentaire. Il n'a pas tenté d'anticiper des marchés, ni d'imaginer un produit destiné à conquérir le monde. Son geste est né d'une irritation contenue, d'un contexte social contraignant et d'un choix technique poussé à l'extrême. La chips de pommes de terre est le résultat d'un frottement entre l'orgueil professionnel et l'obligation d'obéir, entre la contrainte et la maîtrise. C'est précisément cette origine qui donne à l'invention sa force symbolique. Elle rappelle que certaines transformations majeures ne naissent pas de projets ambitieux ou de visions claires, mais de situations ordinaires où un individu décide de répondre autrement à une pression. L'innovation, dans ce cas, n'est pas un objectif, mais une conséquence. Elle surgit lorsque l'exécution d'une tâche dépasse ce qui était attendu et révèle un désir jusque-là inexprimé. Ainsi, derrière chaque chips que l'on consomme sans y penser, se cache l'histoire d'un geste précis, d'un moment de tension et d'un résultat qui a échappé à son créateur. Cette invention accidentelle nous rappelle que le quotidien est rempli de potentialités invisibles et que la frontière entre l'erreur, la provocation et la découverte est parfois si mince qu'elle ne se révèle qu'après coup. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout. Que pensez-vous de cette invention née presque par défi et devenue un symbole mondial du grignotage ? N'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires.